quelqu'un qui vient te voir pour la première fois et tu sens un peu stressé, qui est beaucoup dans le mental, qu'est-ce que tu lui proposerais par exemple comme exercice, comme ça en 1 minute? Quelqu'un qui serait stressé, de respirer, forcément. Première chose, c'est de se poser, de prendre un temps de respiration, de sentir son corps, de revenir dans le moment présent déjà pour pouvoir juste prendre prendre un peu de recul. Merci Yasmine de nous accueillir ici aujourd'hui, d'accueillir le tour du monde de la santé intégrative dans ton cabinet à Paris. Je suis très heureuse de passer cet instant avec toi parce que dans le monde médical, on va dire dans la psychiatrie en tout cas, tu es l'une des psychiatres qui utilise entre autres des outils de méditation pour accompagner tes patients. Et c'est pour ça que je trouvais intéressant d'ouvrir la discussion avec toi. Est-ce que tu peux en quelques lignes déjà résumer ton parcours de psychiatre et comment est-ce que la méditation est venue sur ton chemin? Comme psychiatre, j'ai fait des études de médecine traditionnelle, 6 ans, et après j'ai fait l'internat de psychiatrie. L'internat de psychiatrie, on est très vite mis dans le bain de l'hôpital, des asiles, enfin on n'appelle pas ça asile, des HP. Comme interne, j'ai très vite appris à soigner les urgences les plus graves en psychiatrie, les agitations, les gens qui sont violents envers les autres, qui sont violents envers eux-mêmes. Donc à savoir comment prescrire les médicaments les plus efficaces, les plus lourds, ou savoir comment interner une personne, s'il faut l'interner ou pas, juger le degré de sévérité. Donc on a un peu ce rôle d'aiguilleur au départ en tant que psychiatre pour protéger la société et protéger les gens d'eux-mêmes. En fait, on va dire que les 4 ans de formation en psychiatrie, elles ont pour but d'avoir ce rôle-là principalement, et aussi d'évaluer le degré d'urgence suicidaire d'une personne. Et puis évidemment de traiter les pathologies psychiatriques, donc de poser des diagnostics et d'évaluer la prise en charge la plus adaptée. Donc j'ai eu cette formation-là. Et puis après je me suis spécialisée en addictologie. Je trouvais ça vraiment intéressant, l'addictologie, parce qu'il y avait un lien entre la globalité du sujet, sa vie sociale, sa vie affective, et l'aspect biologique aussi, l'impact des drogues sur le cerveau et comment justement agir sur le cerveau pour aider la personne à s'en sortir de la dépendance. Et il y avait quelque chose aussi dans la relation thérapeutique que je trouvais intéressant dans l'addictologie, parce que vraiment la relation est fondamentale. Donc quand j'ai travaillé dans les centres méthadone, c'était un des services dans lesquels je travaillais, on est obligé de tisser un lien humain avec une personne dépendante. On ne peut pas juste lui prescrire un médicament parce qu'on est assez impuissant en addictologie finalement, et donc on est obligé d'aller voir derrière toute son histoire, son enfance, sa situation sociale, sa situation financière, enfin quelque chose de global. Donc je crois que j'aimais bien l'addictologie pour ça, et aussi très moderne, parce que l'addictologie c'était une discipline moderne à l'époque, quand je me suis formée il y a un peu plus de 10 ans, et c'était nouveau, donc on avait cet esprit de recherche, cet enthousiasme en même temps, et une sorte de mise en commun de nos connaissances. Donc c'était un peu à l'américaine, quoi, un peu. Donc ça me sortait de ce côté peut-être un petit peu fermé et obtus que je trouvais dans la médecine française. Il y avait un truc ouvert, quoi. On était vraiment à l'affût et on se réunissait souvent, on faisait beaucoup de conférences, beaucoup de réunions, et il y avait vraiment un esprit collectif. Et donc parce que j'étais addictologue, quand j'ai pris un poste de chef de clinique, je l'ai pris à Sainte-Anne dans l'unité des troubles alimentaires. Parce qu'il y a un lien, on considère que les troubles alimentaires, l'anorexie, la boulimie font partie des addictions. C'est-à-dire qu'elles ont un peu les mêmes profils, c'est-à-dire des comportements répétés qui sont autodestructeurs, qui donnent une récompense à court terme, un soulagement, mais qui finalement détruisent à long terme. Donc j'ai fait ce clinica, et c'est là où vraiment j'ai senti les limites de tout ce qu'on m'avait appris. Les médicaments, les diagnostics, tout ce que j'avais appris au point de vue biologique, je trouvais que ça suffisait pas. Et je me suis sentie très impuissante quand je voyais revenir des anorexiques qu'on pensait avoir guéri, elles avaient repris du poids, on avait tout fait pour que tout aille bien. Et elles revenaient en ayant rechuté. Et là vraiment il y a quelque chose qui en moi ne marchait plus. Intérieurement, je me sentais pourtant de l'extérieur tout marchait, j'avais une bonne réussite sociale, j'avais un parcours plutôt chouette, et puis une vie personnelle, tout semblait parfait.
Mais je sentais que dans mon rôle de médecin, j'arrivais plus à avoir de ressources. Donc c'est à ce moment-là que moi, intérieurement, il y a eu comme une sorte d'effondrement à la fois narcissique mais émotionnel, et puis j'avais plus de force physique. Et c'était le début de mon travail personnel aussi. À la fois, je sentais que dans mon métier, il y avait quelque chose qui n'allait pas, et personnellement, je sentais que j'étais comme arrivée à un bout de quelque chose. Et donc j'ai commencé à devoir faire un travail sur moi, et parallèlement, un délégué médical m'avait dit tu peux faire une conférence, et j'avais évoqué bouddhisme et psychanalyse, que ça m'intéressait. Il me dit fais une conférence sur ce sujet. Donc j'ai dû creuser à ce moment-là, c'était en 2005 à peu près, bouddhisme et psychanalyse, et donc j'ai découvert les travaux de Thich Nhat Hanh, Fabrice Midal, beaucoup de choses, et c'était au moment de la première formation MBCT, Mindfulness Based Cognitive Therapy, en Belgique. Donc tout a été un peu comme des synchronicités en 2006, et j'ai fait partie de la première équipe à se former à la méditation thérapeutique pour la dépression, avec David Servan-Schreiber, avec Frédéric Rosenfeld. On était un petit groupe, et donc j'ai dû commencer à méditer en lisant les enseignements de Thich Nhat Hanh et tout ça, parce qu'à l'époque il n'y avait pas des groupes de pleine conscience comme aujourd'hui. Tout était vraiment en friche, tout était à construire, et donc je suis rentrée dans le zen, et puis j'ai commencé à faire ce chemin, et je sentais que c'était nécessaire pour pouvoir justement soigner des personnes comme des anorexiques, qui en fait, je sentais bien qu'il y avait tant qu'on ne rentrait pas dans le corps, on ne pouvait pas soigner leur pathologie mentale. Et donc, aujourd'hui, je peux dire que oui, ça me paraît le chemin le plus juste. Voilà. D'accord. Ça fait déjà 10 ans. Ça fait 10 ans, ouais, voilà. Est-ce que tu trouves qu'il y a eu une évolution en France ? Ouais, énorme, bien sûr, parce que quand j'ai commencé, je me suis installée en libéral, parce qu'à l'époque, à l'hôpital, c'était impensable que je fasse un groupe de MBCT. Donc j'ai fait mes premiers groupes pilotes dans mon cabinet, j'avais vraiment ouvert un cabinet pour ça. Ça m'a vraiment déchiré le cœur de quitter l'hôpital. On ne s'installe pas en libéral pour faire de l'argent, parce que ça, je fais un petit signe à tous ceux qui, en ce moment, aux médecins libéraux qui sont attaqués de partout, on s'installe aussi en libéral pour être libre, pour être libre de pratiquer comme on l'entend, parce que parfois l'hôpital a des contraintes qui font qu'on ne peut pas avancer. On a rarement une salle pour consulter, alors encore moins une salle pour faire des groupes de méditation. On n'a pas toujours les moyens de faire ce qu'on a envie de faire si ça n'est pas dans le sens de ce qui est déjà établi. Il y a aussi parfois une façon de se protéger à l'hôpital qui fait qu'on ne peut pas avancer des nouvelles idées facilement. Donc parfois, quand on a son propre truc, voilà. Donc je me suis installée pour ça. Et à l'époque, c'était impensable à l'hôpital de faire de la pleine conscience. On me regardait un peu bizarrement, et j'ai participé avec d'autres, évidemment, à communiquer sur la pleine conscience. Et donc j'ai vu l'évolution des premiers psychiatres ou psychologues interpellés, intéressés. Et puis aussi, c'était le début de l'arrivée des travaux de Zindel Segal. Donc les gens commençaient à se former à MBCT, psychiatre, psychologue, a trouvé ça super, a commencé à faire des groupes. En 2008, il y a eu John Kabat-Zinn qui est venu pour la première fois en France. Donc ça aussi, ça a fait un raz-de-marée. Et j'ai vu aussi la création de l'ADM. J'ai fait partie du premier conseil d'administration de l'ADM au tout début. C'est quoi l'ADM ? Alors l'ADM, c'est l'Association pour le développement de la mindfulness. Donc c'est né à peu près je crois que c'est né en 2007, il me semble. Oui, 2007, un peu avant l'arrivée de John Kabat-Zinn. Et une association de gens qui voulaient diffuser la pleine conscience. C'était les débuts des formations MBCT. Et donc il y a eu tout un entrain autour de ça. Et donc j'ai vu la création de cette association qui aujourd'hui fédère un peu toutes les choses autour MBSR, MBCT, qui fait venir des Américains, qui organise des conférences, qui a un annuaire justement pour permettre aux gens de savoir où dans leur ville ils peuvent faire un groupe de pleine conscience. C'est devenu vraiment une ressource importante, l'ADM. Donc j'ai vu la création de l'ADM, j'ai aussi vu le développement d'MBCT dans les hôpitaux. J'ai vu au fur et à mesure des années, donc je pense que ça fait à peu près peut-être 3-4 ans que vraiment là, des services commencent à dire il faut qu'on ait un praticien qui fasse MBCT, donc, ou même MBSR. Par exemple, Stéphane Faure, qui est un ami qui est ancien moine bouddhiste mais qui est aussi formé à MBSR aux États-Unis, a fait des groupes dans un institut de cancérologie à Bordeaux, pour accompagner des gens qui souffrent de cancer en hémato, cancéro-hémato. Donc vraiment j'ai vu pendant ces 10 ans, et comme j'ai un côté un peu, j'aime bien savoir qui fait quoi, et peut-être j'aime bien mettre les gens en lien, j'ai participé un peu aussi à tout ça, à ma façon, chacun on est des petits colibris. Donc j'ai vu vraiment chacun, je prenais des nouvelles, je voyais un peu comment un tel développe ses groupes, etc. Donc j'ai un peu une vision de cette toile qui se tisse, mais qui n'est pas du tout néfaste, je pense pas. Et ça a été un boom. Donc l'arrivée de John Kabat-Zinn, ça a été une deuxième étape vraiment importante, 2008.
Et puis après, il y a eu Christophe André, toutes ces communications, elles ont quand même participé. Donc aujourd'hui, quasiment tous les hôpitaux ont quelqu'un qui fait un groupe de pleine conscience, je pense, ou j'espère en tout cas. En tout cas, les hôpitaux universitaires. Voilà, donc oui, j'ai vu l'évolution, il y a une ouverture et voilà. Mais en même temps, ce que je dirais aujourd'hui, il y a une ouverture, mais il y a aussi une petite fermeture qui se crée, parce qu'il y a eu trop d'amalgames, de liens qui sont faits trop vite, à mon avis, entre méditation et toutes les thérapies alternatives, du coup sans aucune limite. Donc il y a une peur maintenant que on confonde soins psychiatriques et développement personnel ou des choses plus ésotériques. Donc je pense qu'il y a nécessité d'allier la prudence et l'ouverture en même temps. Voilà. D'accord. Et je regardais, donc on avait aussi évoqué la notion de ton chemin personnel qui a fait que tu as commencé à t'intéresser à la méditation. Est-ce que la notion de spiritualité, c'est facile à évoquer dans le monde médical ? En fait, je dirais non, et peut-être tant mieux. Peut-être vaut mieux pas. J'essaie pas d'introduire moi la spiritualité avec les patients, pas en me disant spiritualité, et encore moins dans les hôpitaux avec les soignants. Au contraire, il faut protéger de ça parce que les gens, ça les effraie et puis ils savent pas trop ce que c'est. Mais comment j'ai transformé les choses de mon point de vue, et à mon avis, ce qui peut être intéressant dans la communication, c'est de voir qu'est-ce que c'est en fait la spiritualité. C'est pour moi développer des qualités. C'est ce que tu partages dans ton livre. Voilà, dans mon livre j'essaie d'expliquer ça, et je crois que quand on l'aborde comme ça, il n'y a plus rien d'ésotérique ou de bizarre. C'est-à-dire que le chemin spirituel, c'est un chemin qui nous permet de développer des qualités. Et les qualités, c'est jamais néfaste pour personne. C'est-à-dire les qualités en général dans la spiritualité qu'on essaie de développer, c'est la clarté, donc en travaillant sur sa confusion mentale, le courage d'agir pour les autres. Par exemple, aujourd'hui, avec ce qui se passe, les attentats à Paris, avoir une spiritualité peut donner le courage d'aller aider les gens ou donner son sang, etc. Ça donne de la force. La spiritualité, c'est aussi la compassion, c'est les qualités d'amour qu'on essaie de développer. Donc en tant que soignant, par exemple, avoir plus d'amour et de compassion, ça peut être qu'une aide et un soutien. La compassion aussi pour soi, pour ses propres limites. Donc je vois ça dans cet angle-là, et là je crois que ça va pas faire peur, et on a besoin de cette spiritualité. Ça va ouvrir à plus de personnes qui seraient en résistance si on utilisait peut-être le mot spiritualité, parce que spirituel, on sait pas trop dans quelle case le mettre. Et donc là, on m'a demandé d'intervenir, par exemple, dans un diplôme universitaire pour des soignants, pour leur stress, avec la méditation, et à l'hôpital, dans un grand hôpital. C'est magnifique. C'est au Kremlin-Bicêtre ? Non, c'est dans un autre hôpital. Ouais. Et en fait, c'est magnifique de dire, voilà, on va commencer à faire méditer des soignants, des étudiants infirmiers ou des étudiants en médecine. Pourquoi ? Pour qu'ils développent des qualités de clarté, de courage, de paix. Donc la porte d'entrée par peut-être s'occuper de soi en tant que soignant peut être une manière de... Oui, et puis mieux s'occuper de l'autre, et que ça nous pompe moins d'énergie. Par exemple, moi je sais que mon chemin personnel m'a changé en tant que psychiatre. J'avais un bureau entre moi et les patients, j'ai plus de bureau, j'ai moins peur de mes patients. Je suis beaucoup plus concernée par leur souffrance, parce que j'ai travaillé sur la mienne. Donc je me sens beaucoup plus reliée à eux, beaucoup plus d'égal à égal. Et je dirais, ça m'a donné des qualités de compassion aussi. De courage peut-être, enfin voilà, donc moi mon chemin m'a permis peut-être d'être une psychiatre différente aujourd'hui, en tout cas. Plus alignée avec ses valeurs. Voilà, plus alignée avec mes valeurs, plus claire sur mes valeurs, plus authentique aussi, beaucoup. Les patients me disent voilà, que je leur donne un exemple un petit peu de ce que je pense être l'intérêt d'une psychothérapie, c'est l'authenticité, la simplicité, l'humilité. On va mieux quand on arrête de se mettre des challenges trop élevés pour soi, quand on accepte ses propres limites. Donc voilà, mais il n'y a rien, il n'y a pas de Dieu que je demande de vénérer ou que moi je vénère, c'est que l'amour. Donc voilà. D'accord. Mais ça rejoint un petit peu les philosophies bouddhistes, qui est qu'on a tout en nous. L'idée, le chemin de vie, c'est de mettre de la lumière dans ce qu'il y a déjà en nous. Oui, je pense que en fait, on a tout en nous, et ce qu'on retrouve dans le bouddhisme et dans d'autres spiritualités, c'est une forme d'espoir et d'optimisme que tout le monde effectivement peut
aller mieux aussi. C'est en ça que je pense que la spiritualité nous donne de l'optimisme en tant que soignant et surtout en tant que psychiatre, parce qu'on peut être découragé quand on voit des gens aller mal et on a l'impression qu'on est impuissant et on ne sait pas quoi faire. Et en fait, quand on travaille, toutes les traditions spirituelles, finalement, elles sont universelles. Elles disent que tout le monde peut aller vers plus de sérénité, de joie, sans condition. Même dans la pauvreté, on trouve des ressources. En fait, c'est la question des ressources. Et on a besoin aujourd'hui d'avoir des ressources supplémentaires, puisque le médicament ou les protocoles qu'on a aujourd'hui nous semblent parfois limités. Pas toujours, hein, des fois ils sont très efficaces, mais donc on a besoin d'aller puiser des ressources supplémentaires et il y en a beaucoup dans les traditions spirituelles, beaucoup de ressources pour vivre sa vie au quotidien un peu mieux, quoi. Est-ce que tu te sens bizarre par rapport à tes autres confrères, différente, ou est-ce qu'au contraire tu sens que ces 10 dernières années tu as vraiment pu prendre ta place comme avec tes particularités, avec des richesses que tu peux apporter Ouais, alors oui, on pourrait dire que je peux à la fois me sentir différente tout en ayant pris ma place. Je pense que j'ai appris ça, c'est-à-dire que j'avais des intuitions, une façon de voir les choses qui était à contre-courant de ce qu'on m'enseignait et ça a toujours été plus ou moins le cas, même à l'école, même au lycée. Des fois je disais des choses, mais parfois ça peut être bien, parfois je sais parce que j'ai des intuitions, comme j'avais l'intuition que la méditation était vraiment importante et je pouvais passer pour bizarre. Aujourd'hui j'ai des intuitions profondes sur la psychologie bouddhiste qui peut être vraiment à mon avis très pertinente, mais pour l'instant on me regarde, ce que je raconte ça peut être un peu... Donc c'est pour ça que j'écris des livres, pour expliquer qu'il y a quand même un cheminement derrière et que c'est rationnel d'une certaine manière. Mais en même temps, des fois je me plante complètement et des fois oui, je suis complètement à la ramasse, je dis des choses stupides, donc je pense que ce que j'ai appris avec tout ce temps-là, c'est justement la liberté de m'exprimer. J'ai le courage maintenant de dire ce que je ressens comme étant juste pour moi, tout en ayant l'humilité de penser que c'est peut-être pas la vérité absolue. Donc je dirais que oui, je prends ma place, je dis les choses, mais j'ai toujours un peu peur qu'on pense que je veux imposer un modèle et je veux surtout pas. C'est juste que des fois les points de vue minoritaires, il faut les exprimer parce que les points de vue majoritaires on les connaît. Et donc des fois j'aime bien aller un peu au combat et dire les choses qu'on n'entend pas suffisamment pour pouvoir débattre, quoi. Est-ce que tu aurais un livre à conseiller, à part bien sûr le dernier que tu viens d'écrire, et on pourra même mettre un lien vers ton site sur le blog, mais comme ça, là, quelqu'un qui serait intéressé pour s'ouvrir à des approches de méditation ou apprendre à mieux se connaître, à mieux aller chercher dans ses ressources. Bon, j'ai plein de livres que je pourrais conseiller, mais la première chose qui me vient à l'esprit, c'est les livres de Thich Nhat Hanh. Moi, ça a été les premiers livres que j'ai lus. Thich Nhat Hanh, c'est un enseignant extraordinaire de la pleine conscience. C'est quelqu'un qui a incarné complètement son chemin, qui a été justement au milieu des guerres, qui a pratiqué la compassion, c'est la compassion en action. Donc je dirais les ouvrages de Thich Nhat Hanh, c'est vraiment une façon d'entrer en rapport avec le fait qu'on est interdépendant, le fait qu'on a des émotions, qu'on peut être vulnérable. Il a écrit un livre sur l'enfant intérieur il n'y a pas très longtemps qui est paru. Donc il parle des émotions, il parle aussi de la colère, il y a eu un livre sur la colère, il parle aussi de la façon dont on peut manger. C'est-à-dire Thich Nhat Hanh, il nous donne quand même des réponses au quotidien pour comment avoir une vie plus juste, plus alignée, plus en rapport avec... Avec ce qui se passe en ce moment, par exemple. Oui, bien sûr. Évidemment, on trouve des réponses chez Thich Nhat Hanh. Je viens de voir une vidéo de quelque chose, le mantra d'Avalokiteshvara qu'il avait fait. C'était il y a longtemps, c'était au village des Pruniers, c'est pas une vidéo récente. Mais je trouve qu'il y a tellement de force dans cette vidéo, ces chants de ces moines, et lui, comment il est aligné, et tellement plein d'amour que... je dirais Thich Nhat Hanh et tous ses ouvrages. D'accord. Merci Yasmine. Moi, j'avais une question du coup aussi, juste par rapport à la question d'avant où tu disais que ça bouge et que tu n'es pas là pour dire justement, enfin tu es là pour dire ta vérité ou ce que tu penses. Il y a eu des antagonismes, tu as dû faire face à des résistances, ouais. Finalement pas tant que ça, grâce à Christophe André. Il faut quand même remercier Christophe André, hein, c'est un peu
l'éclaireur, il ouvre le terrain, il prend des risques, il remplit des salles avec des milliers de personnes. Et voilà, donc du coup, on peut parler derrière, on peut dire, bon, de toute façon, Christophe André, il l'a dit, hein, donc moi, je peux y aller. Non, mais c'est vrai, pour moi, c'était un bouclier, quoi. Hein, comme c'est un homme, il faut quand même dire aussi qu'on fait un peu plus confiance aux hommes, malgré tout, il ne faut pas nier cette réalité. Puis plus âgé, et puis pas de beaucoup, mais il est un peu plus âgé que moi. Puis à l'hôpital universitaire, à Sainte-Anne, il est toujours là-bas. Donc je trouve qu'il a une posture qui fait comme une sorte de parapluie, une légitimité. Donc je dirais qu'on n'a pas eu beaucoup de rébellion. Je sens des fois des confrères qui ne sont pas là-dedans et qui s'opposent. Ça pouvait être le cas il y a quelques temps, mais qui... quand même, ils se disent quand même, ils voient des résultats, ils voient quand même des patients qui viennent et qui disent j'ai fait un groupe de pleine conscience, puis ils voient qu'il y a quand même quelque chose qui s'est adouci et du changement. Donc je dirais qu'il y a une vraie ouverture. Je n'ai pas senti tant de résistance que ça, finalement, concrètement. Je me demandais ce qui se passe dans la pleine conscience, pourquoi elle agit comme ça et quel est le résultat immédiat en ou pas de cette pleine conscience la pleine conscience, ça veut dire, finalement, ça pourrait vouloir dire plein de choses, la méditation, le fait de manger doucement, de dire merci aux fleurs, enfin, on met un peu plein de choses dans la pleine conscience, en fait. La pleine conscience, c'est une attitude, et c'est une attitude à l'égard de tout qu'on essaie de cultiver, qui est une attitude d'attention, porter attention à ce qui est là, sans jugement, en prenant pleinement conscience de la situation. C'est voir la réalité en face, c'est faire face au réel, la pleine conscience. Alors souvent, le réel, on l'évite par plein de détours. On évite de penser qu'on va mourir, on évite de penser de regarder qu'on vieillit, on évite de penser qu'on est parfois à la ramasse et que des fois, on a des défauts. On évite de le voir, on aime bien garder une bonne image de soi, on aime bien montrer aux autres le meilleur de nous-mêmes, on n'est pas toujours très authentique, etc. Et la pleine conscience, c'est une démarche d'authenticité assez radicale, c'est de se camper les deux pieds dans le réel. Et le réel est flippant, il peut être très flippant, parce que tout est instable, tout est impermanent, il n'y a pas de soi fixe, il n'y a rien de... Donc le réel est vraiment paniquant. Donc la pleine conscience, c'est cet entraînement à soutenir la panique, soutenir l'inconfort de ce que c'est qu'exister, en fait. Hein. Et donc, ça soigne, quand on la pratique vraiment, la méditation, c'est un entraînement à cette pleine conscience. Ça soigne parce que, justement, ça déconstruit toutes nos illusions, toutes nos croyances, des fois des choses irrationnelles, par exemple des personnes qui viendraient et qui disent « je veux me suicider parce que je suis nulle », et ben la pleine conscience, elle va aider à voir « je veux me suicider » ou « je suis nulle » comme étant des croyances, et on va petit à petit les mettre à distance, on va défusionner de ces croyances. Et donc la pleine conscience, c'est un peu découvrir que derrière toutes nos pensées, nos croyances et notre façon de voir le monde, y a un socle qui est stable, qui est clair, qui est lucide, et qu'on n'est pas forcément obligé d'affronter et de subir le monde qu'on s'est construit avec notre mental. Donc c'est en ça que ça soigne évidemment beaucoup de choses au niveau psy. Voilà. Ça serait à conseiller aux politiques, je pense. C'est clair. Vous pouvez me poser cette question parce que je peux parler de ça, parce que aux États-Unis, en Angleterre, John Kabat-Zinn a médité avec des parlementaires et ils vont publier un livre qui s'appelle A Mindful Nation UK, et où ils proposent une politique imprégnée de conscience et d'humanisme. Donc je crois qu'effectivement, de toute façon, quelles que soient les actions qu'on doit mener, le fait de se poser, de prendre vraiment le temps d'être en rapport avec la réalité, mais aussi avec sa réalité, ses émotions, va faire que nos actions, elles pourront être beaucoup plus pertinentes, plus en rapport avec nos valeurs, moins impulsives, moins en rapport avec moins guidées par des réactions inconscientes. Exactement, voilà. C'est la sagesse, qu'on appelle la sagesse, se poser, pondérer, on prend de meilleures décisions quand on est posé, que quand on réagit narcissiquement aux choses, parce que c'est souvent notre narcissisme qui nous fait réagir, ou nos peurs. Donc voilà, je pense qu'elle peut être utile. Ouais. Donc, au-delà du domaine de la psychiatrie, on en entend parler aussi dans l'éducation maintenant. Oui, tout à fait. Bah oui, parce qu'en fait, c'est ça aussi, c'est un peu les questions que je posais au colloque. C'est-à-dire que la méditation, la pleine conscience, ça nous oblige en tant que psy à rentrer dans un rapport sociologique et sociétal, en fait. On n'a pas le choix parce que on va aller méditer, on va aller faire des retraites, donc on va aborder des choses plus justement spirituelles, on va méditer nous-mêmes, on va prendre conscience de notre interdépendance, on va aller au-delà des choses qui nous concernent individuellement.
Donc on va penser plus global, et donc forcément les psys, on est amené à penser collectif. On voit Christophe André avec Mathieu Ricard, on voit qu'on intervient avec Pierre Rabhi, on est mêlé. La preuve, là, moi je suis interviewée pour quelque chose qui, en fait, finalement va concerner d'autres domaines, l'écologie, je suppose. Enfin, il va y avoir des choses en rapport avec la nature, avec des dimensions qui vont bien au-delà de juste le cabinet face à face. Et donc, on est amené, parce qu'on a un changement d'état de conscience, par la méditation, à penser plus au plus global. Donc, effectivement, à chaque fois qu'on parle méditation, évidemment, on voit la question de l'éducation, puisqu'on dit que, finalement, tous les gens qui viennent me voir, d'ailleurs, me disent si j'avais appris ça plus tôt, ça m'aurait changé ma vie. Et si l'école, parce que l'école, elle va à contre-courant, l'école peut produire de la souffrance par la compétition, la rivalité, l'idée qu'il y a des gens supérieurs et des gens inférieurs, donc tout ça, ça crée de la souffrance psychique. Donc évidemment, on a envie d'aller à la source et de faire de la prévention de la maladie mentale, et une des préventions, c'est de mettre de la conscience dès l'école, quoi. Et ça freine encore beaucoup. Enfin, là, on en parle parce qu'on est là-dedans, et toi, tu vois des gens et tu rencontres des gens qui sont là-dedans. Mais les gens qui sont malades lambda, quand ils vont dans un cabinet médical ou quand ils vont rencontrer juste un psychothérapeute, etc., est-ce qu'on leur propose vraiment la mindfulness ? En fait, il y a des résistances énormes, culturelles, et j'ai dans mon entourage des personnes qui sont complètement opposées à ma façon de voir, ma façon de penser. La méditation, c'est des conneries, entre guillemets, c'est des trucs vraiment pour les gens barjots, on n'a pas besoin de ça. Les gens qui se disent pragmatiques, qui sont ancrés dans le réel, qui gèrent leur compte en banque, qui gèrent les aspects concrets de leur travail, d'essayer de garder leur travail, de remplir la voiture avec l'essence, etc. Enfin, qui considèrent que tout ça, c'est des questions un peu de gens qui n'ont rien d'autre à faire, ou de gens qui se prennent la tête, voilà, c'est une prise de tête, et donc il y a quand même ces résistances-là. C'est pour ça que la question des qualités, pour moi, elle permet de voir vraiment les choses sous un autre angle, parce que ces mêmes personnes qui considèrent que tout ça n'a pas de sens, ils apprécient les qualités que vous avez, d'être ouvert, sympa, présent, détendu, relax. Ils voient votre exemple et disent quelque part, bon ok, je trouve que ça sert à rien, mais quand même... les gens qui méditent, vous avez l'air un peu plus sympa, un peu plus cool, un peu plus ouvert. Je crois que c'est par l'exemple de ce qu'on est profondément qu'on peut induire un message que, de toute façon, c'est une histoire intime. Méditer, faire un travail sur soi, prendre soin de soi, c'est personnel, on a à l'imposer à personne. Mais intimement, ça améliore notre existence. Et donc quand les gens voient ça, s'il y a un vrai résultat, ils peuvent avoir envie eux-mêmes de le faire et on peut leur montrer le chemin. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on peut voir les choses. D'accord, donc tu proposes des groupes à tes patients. Tu proposes des groupes aux soignants aussi. Alors, les patients et soignants viennent méditer ensemble. Il y a des soignants qui viennent faire les groupes parce qu'ils veulent se former. Donc très souvent, ils sont mélangés. Parce que j'avais fait des groupes que pour les soignants. Et c'était pas terrible, parce que les soignants, ils venaient dans leur posture de soignants. Donc, ils s'ouvraient pas, ils se montraient pas, ils se mettaient pas à nu. Ils étaient avec d'autres soignants, puis moi je sais, moi tout ça. Et j'arrivais pas à faire en sorte que la méditation vienne comme une façon de percer les carapaces et de toucher son cœur, quoi. Donc le fait qu'ils soient mélangés, j'ai remarqué que ça favorisait justement le fait de se mettre à nu et d'oser la méditation, parce que la méditation, ça demande beaucoup de courage, d'oser regarder sa tristesse, d'oser pleurer, d'oser lâcher l'affaire, de toujours vouloir tenir le haut du pavé. Mais bon, donc je fais pas des groupes spécifiques pour les soignants, mais je transmets, j'enseigne des fois dans des conférences à des soignants, et voilà. D'accord. T'as d'autres questions? J'en ai une dernière. Vas-y. Une journée type du docteur Yasmine Guénard, ce serait quoi? Je vais beaucoup vous décevoir, parce que je suis pas du tout une fervente adepte de toutes les choses qu'il faut faire pour être dans la pleine conscience. Je suis un peu... je dirais une journée type. Une journée type, pour moi, moi, je la prends sous l'angle de l'authenticité. Donc, je mange pas des graines le matin, je fais pas mes 12 salutations au soleil. C'est très décevant. Je touche mon cœur, quoi, tous les jours, en méditant, de sentir profondément qu'est-ce qui est là. Qui est là, maintenant? Qui est là? La tristesse, la peur, une douleur, soif, faim,
envie de sortir marcher dans la nature ou appeler un ami. Qu'est-ce qui est juste là maintenant? Donc par la pratique de méditation, je médite souvent la nuit. Je me lève la nuit et je médite. C'est un temps de... je suis loin d'un peu de tout. Et puis c'est cultiver l'amour le plus possible, c'est-à-dire de voir en quoi je suis pas dans l'amour. Là, par exemple, si je dis un mot un peu de travers à quelqu'un, comment je peux essayer de diffuser le plus possible quelque chose de bienveillant et de paix autour de moi. Et donc je me remets pas mal en question dès que je vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste dans ma façon d'être en rapport avec les autres, avec un patient, avec la vie. Donc voilà, donc je médite beaucoup, mais j'ai pas des pratiques incroyables, sauf celle de rester authentique et en accord avec... Je pense que c'est l'une des plus essentielles. Ouais, voilà. Et puis après tout émerge, bien sûr, évidemment. Je peux faire... Je peux manger des graines de temps en temps. Et te faire plaisir et manger en conscience. Oui, voilà, mais ça émerge. En fait, je suis beaucoup pour la spontanéité. C'est-à-dire, je ne m'impose aucun dogme, aucun rituel, rien du tout. Mais les rituels, ils émergent des fois d'eux-mêmes. C'est comme se lever et méditer, ou aller marcher, ou peindre, ou écrire. J'aime bien laisser le chaos et de la vie émerger. Donc voilà, donc j'ai pas de... Voilà. Merci. En fait, si j'avais peut-être une petite question, moi s'agissant, parce que j'ai vu récemment un documentaire sur le ventre, notre deuxième cerveau, je ne sais pas si tu l'as vu aussi, et du coup par rapport à toutes ces pathologies plutôt psychotiques, etc., est-ce que tu as été amené à voir aussi d'autres approches au-delà de la mindfulness qui nous changent un peu des médicaments, Est-ce que justement tout ce qui a été abordé sur possiblement ça viendrait d'un problème au niveau du ventre, etc. pour ces maladies-là, en l'occurrence schizophrénie ou des choses comme ça? Est-ce que c'est des choses qui t'ont intéressé, auxquelles tu as... Très sincèrement, quand quelque chose est en rapport avec une explication biologique et scientifique pour contrer les données scientifiques préétablies, j'ai un peu du mal parce que je me dis je connais pas assez et je suis pas experte. Donc c'est comme dans les neurosciences, je m'aventure jamais à parler de méditation et neurosciences parce que je suis pas une neuroscientifique et donc j'ai peur de dire des choses qui seront pas tout à fait vraies. Et donc pour ce qui est de l'ordre d'autres explications biologiques de la schizophrénie, j'ai déjà du mal avec l'explication biologique de la schizophrénie de base, fondamentale. Donc c'est encore une autre explication. Donc en fait, je me rends compte que je ne suis pas très à l'aise avec tout ce qui concerne les explications des choses, mais c'est plutôt comment je fais au mieux avec, encore une fois, des qualités d'amour, de compassion, en tenant compte des données que j'ai sous la main qui sont validées scientifiquement, mais en intégrant mes intuitions propres. Comment je vais essayer d'aider la personne avec ce que je sais vraiment. Et comme là, l'histoire du cerveau au niveau du ventre, je ne suis pas à l'aise avec, je ne vais pas l'intégrer dans ma façon de soigner. Ça ne veut pas dire que je pense que ça n'a pas de sens, je pense que ça a un vrai sens et je trouve ça vraiment intéressant. Je pense que beaucoup de maladies sont exprimées au niveau du ventre, mais j'y connais rien, donc du coup je m'aventure pas là-dedans. Voilà. Tu restes dans l'expérience de ce que tu connais. Voilà, je me limite à ce que je sais. Quand je sais quelque chose et que je l'ai vraiment approfondi, là j'y vais, je peux affirmer quelque chose. Mais quand je sais pas, je préfère pas, quoi. Voilà. Mon message vraiment essentiel, c'est qu'on peut se faire confiance. C'est vraiment ce que j'essaie de dire dans mon livre, ce que j'essaie de dire depuis un moment, c'est que on cherche beaucoup à l'extérieur de nous-mêmes des modes d'emploi à la vie, mode d'emploi pour l'amour, mode d'emploi pour réussir sa vie de couple, mode d'emploi pour être mode mère, mode d'emploi. Et je propose un peu l'inverse, quoi. Je dis, mais finalement, quand on se libère de toute idée qu'il y a un mode d'emploi à la vie, et qu'on écoute profondément nos messages qui nous arrivent instant après instant, dans une écoute qui n'est pas intellectuelle, mais qui est une écoute profonde avec des modes de compréhension qui sont intuitifs, qui viennent par le corps, et ben on a les réponses. Et c'est vraiment ça mon message, parce qu'on essaie beaucoup de donner, alors les gens se perdent dans tous les modes d'emploi, alors je vais aller faire du yoga, alors je vais aller faire l'Ayurveda, ils pensent qu'ils vont trouver la solution miracle, le truc qui enfin va résoudre leurs problèmes. Mais le fait de vouloir résoudre ces problèmes, c'est déjà un problème. Et quand on apprend dans MBCT, on apprend aux gens que la dépression, la plupart des troubles psy, ça vient du fait qu'ils essaient de résoudre les problèmes quand ils arrivent. Les problèmes, on n'est pas obligé de les résoudre, on peut déjà les ressentir.
Et puis l'esprit aime bien fabriquer des problèmes qu'il essaie de résoudre après, donc peut-être on peut essayer d'arrêter de fabriquer des problèmes. Et là, il y a des solutions naturelles qui émergent quand il y a moins de problèmes. Voilà, donc mon message, c'est l'écoute du corps, vraiment le rapport à l'expérience directe et spontanée, instant après instant, alléger beaucoup de choses, et donc il n'y a pas besoin d'aller se comparer à d'autres ou penser qu'on n'est pas à la hauteur et qu'il faut approfondir telle chose. Voilà, ce que j'ai envie de dire. Faisons-nous confiance. Voilà. Merci pour ce beau message. Qui est assez simple au final. Oui, c'est très simple. Et c'est vrai, c'est essentiel parce que, je sais pas, moi je trouve que, même vous, je suppose, qui vous fait avancer dans la vie, c'est des trucs que vous sentez, qu'on vous a pas imposé, quoi. C'est votre truc, quoi. Vous savez que c'est ça qu'il faut faire, en fait. C'est un moment, c'est le guide intérieur, c'est un peu un moment où on sent que c'est ça qu'il faut faire. Moi, j'ai voulu tester ça depuis le départ. Je me suis dit, je vais vraiment faire le truc qu'on dit dans le bouddhisme, le lâcher prise, lâcher le mental, être dans l'instant présent et sentir ce qui est juste instant après instant sans faire de projet. Et je me suis dit, je veux jouer le jeu. Et j'ai vraiment joué le jeu. J'ai été dans des tornades de vie, ça a été chaotique, mais il y a une cohérence qui est apparue. Une vraie cohérence qui est apparue en faisant confiance à vraiment mes intuitions profondes. Quelque chose qui fait que, voilà, il y a mes valeurs, il y a quelque chose qui émerge. Et donc, j'ai vraiment, je pense qu'il y a une cohérence spontanée qui apparaît sans forcément se forcer à quoi que ce soit. Voilà. C'est peut-être ça qui est dur finalement chez des médecins qui font 10-12 ans d'études par la tête, de se dire que c'est possible de lâcher et d'aller écouter ce guide intérieur. Oui, c'est ça. Et donc, ils font pas confiance aussi pour leurs patients. Et je crois qu'un patient qui est malade et qui dit, voilà, je sens que c'est pas ça qui est juste pour moi, c'est pas cette thérapie-là, mais c'est plutôt autre chose, je crois qu'un médecin doit écouter. Il peut pas faire abstraction en disant, moi, je sais ce qui est bon pour toi. On peut pas savoir ce qui est bon pour l'autre, on peut proposer des choses. Et puis, vraiment, je crois qu'on a montré que les gens qui avaient un lieu je suis même sûre qu'il y a eu des études qui ont montré que les gens qui avaient un lieu de contrôle interne, c'est-à-dire qu'ils étaient décideurs de leur vie, guérissaient mieux, justement, même des infarctus du myocarde, justement, il y a eu un meilleur rétablissement, que ceux qui avaient un lieu de contrôle externe. Donc, en fait, moi, je travaille vraiment sur ce point, l'autonomie. Ramener ça à l'intérieur. Voilà, l'écoute. Et par contre, que plein de gens proposent plein de choses, je suis pour. C'est pour ça que je suis pas fermée, j'ai pas peur de toutes les thérapies alternatives, parce que je me dis, une personne qui est vraiment autonome, elle saura sentir ce qui est juste pour elle. Elle va pas rentrer dans un truc qui est néfaste. Il faut aussi faire confiance aux gens quand on fait la lutte anti-sec, le truc, ça veut dire que les gens sont complètement stupides et qu'en fait, tout ce qu'on leur propose, ils vont le prendre. Mais c'est pas vrai, les gens prennent pas tout le monde ne fume pas, pourtant on vend des cigarettes, tout le monde ne mange pas, je sais pas, des choux de Bruxelles, tout le monde, les gens sont pas stupides, c'est pas parce qu'on propose des choses qu'ils vont les consommer. Donc je crois qu'au contraire, on doit favoriser l'autonomie des personnes et à mon avis, c'est le meilleur allié pour la santé. Voilà, c'est mon message. Mais il y a un souci dans les médecines alternatives, c'est qu'on met un peu tout et n'importe quoi et les gens sont un peu perdus. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement légiférer ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens soient moins perdus Parce que c'est ça qui fait peur, c'est que c'est pas pris en compte. Comme c'est pas pris en compte par le législateur, on se dit c'est pas bon. L'ostéopathie, ça a mis des années. Ma réponse à ça, au fait, parce que je suis impliquée en tant que psychiatre, je fais partie du camp des sérieux et je fréquente des gens qui font partie du camp des pas sérieux. Voilà, alors je suis là-dedans. Je sais qu'il y a des confrères qui décident de surtout pas parler au monde des gens pas sérieux, et puis il y en a d'autres qui vont être dans le pas sérieux du tout et qui seront pas rigoureux. Moi, je crois que la meilleure façon de se protéger de tout ça, c'est justement de travailler ensemble. Plus on débat, plus on se rencontre, plus il y a une éthique qui va s'instaurer. C'est-à-dire, moi j'ai des amis qui sont hypnothérapeutes et qui sont même coachs, etc. Vu qu'on est en relation ensemble, que je sais ce qu'ils font, que je peux discuter avec eux des limites de ce qu'ils font et aussi me dire aussi pourquoi les gens viennent les voir plutôt qu'un psychiatre, etc. Du coup, s'ils ont un problème avec une personne, ils m'appellent, ils m'adressent un patient en disant voilà, là ça me dépasse, c'est pas mon truc, etc. Par contre, si on se parle pas, si on dit toi t'es mon ennemi et t'es nul, du coup il y a une forme de rivalité qui va se créer et il y aura pas de connexion.
Donc je crois que l'éthique, c'est justement le lien. Plus on est en lien, plus il y a une éthique qui s'instaure parce qu'on a un modèle. On voit, ah bah tiens, j'ai mon copain, il est hypno, mais dès qu'il est dépassé, il envoie vers le psychiatre. Bon bah je vais quand même faire pareil parce que quand même, voilà. Et puis si le psychiatre n'est pas fermé à l'hypnose, moi j'ai des patients qui font de l'hypnose, qui vont voir des gens qui font de l'hypnose, du coup le patient ne se sent pas obligé de devoir choisir. Donc il va agir en toute lucidité. Voilà, donc ma réponse c'est plus on travaille ensemble, plus on connaît ce que chacun fait, plus on va protéger les gens des dérives en fait. Parce que quelqu'un qui serait dans la dérive, un thérapeute qui serait dans la dérive, il sera assez vite exclu, ostracisé par la communauté des bienveillants en fait. C'est intégratif ou? Bon, voilà. Moi je suis pour l'intégration, c'est clair, dans tous les domaines et aussi avec ce qui se passe aujourd'hui. Je crois que plutôt que de choisir des camps, intégrer tous les points de vue et réfléchir tous ensemble en intégrant avec une intelligence collective les différents points de vue, en disant mais il a peut-être raison d'une certaine manière, toi tu as peut-être raison d'une certaine manière, mais comment on peut vivre ensemble et comment on peut trouver l'harmonie finalement de ces différentes choses, notamment se protéger sans être dans la haine, enfin, et c'est ce qu'on a le plus de mal à faire en Occident, et les niveaux de conscience de Sri Aurobindo, là je pense à Sri Aurobindo, mais c'est ce yoga de la conscience, d'être capable de passer dans différents niveaux de conscience, d'avoir une vue globale, d'avoir une vue plus ancrée dans la terre, une vue plus spirituelle des choses, et c'est de pouvoir passer d'un niveau à un autre, c'est une forme d'intelligence que je pense va nous aider à survivre. C'est une nouvelle